Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de comment renforcer l'apprentissage en trompant le cerveau. Je m'appelle Christophe Gouet. Aujourd'hui, je suis directeur du Middleware Studio et chef de projet sur la majorité des projets qu'on fait. Mais j'ai fait mes classes chez Dassault Systèmes avant de rejoindre l'entreprise dans la grande aventure qui est Middleware. Mais Middleware, qu'est-ce que c'est? Middleware, notre credo, c'est Improve Reality, c'est améliorer le réel grâce au virtuel. C'est à ça que le virtuel sert. Donc on est une équipe d'experts en réalité virtuelle. On est habitué à travailler pour les professionnels depuis 2012. On a des bureaux à Paris et Shanghai, environ 400 clients un peu partout dans le monde et plus de 15 revendeurs un peu partout dans le monde aussi. Notre offre, ça va être Middleware for Unity, qui est un produit vraiment destiné aux développeurs pour les aider à faire des applications de réalité virtuelle plus facilement et qui marchent sur tout type de système. Improve, que vous voyez là en extrait, qui va être une sorte de Skype pour la CAO. C'est-à-dire que si vous créez des moteurs en 3D avec des outils de CAO, vous allez pouvoir les revoir facilement et vous aurez tous les outils de productivité pour vous retrouver avec des collègues de partout dans le monde, à échelle 1, devant votre travail. Là, ça va améliorer la productivité pour tout ce qui est conception. Et Middleware Studio, qui est ma branche, mon équipe, où on travaille vraiment sur la création d'applications de réalité virtuelle sur mesure pour les clients. Sur mesure, ça veut dire qu'on va aller vraiment réfléchir avec eux sur l'origine de leurs besoins et de chercher où on a le meilleur ROI possible. L'objectif est vraiment d'aller chercher comment on va pouvoir créer l'application la plus fluide possible pour un élève, qu'il n'ait pas à penser à l'application et à tous les boutons qu'on pourrait avoir à apprendre sur un logiciel, mais plutôt qu'il fasse sa vie dans le monde virtuel pour apprendre ce qui est important pour son métier. Là, vous voyez quelques exemples. On en verra d'autres plus tard. La réalité virtuelle, c'est un nouveau marché. Beaucoup de monde nous dit que c'est nouveau, que ça vient de sortir, mais absolument pas. L'essentiel de la recherche, en tout cas beaucoup de la recherche, a été faite dans les années 60-70 et ça marchait déjà. Il y a eu un très gros pic dans les années 80 avec une grosse mode de la réalité virtuelle. La technologie n'étant pas tout à fait au rendez-vous, ça s'est écroulé, mais tous ces industriels-là ont continué à investir beaucoup puisque les gros systèmes très chers de réalité virtuelle leur permettaient d'avoir déjà beaucoup d'outils pour travailler. Par exemple, comme chiffre, on peut avoir Peugeot qui a investi 7 millions en réalité virtuelle entre 1999 et 2013. On a Renault qui a acheté un nouveau Cave, un nouveau système de réalité virtuelle à 3 millions en 2013 et qui annonce après une étude qu'ils ont tous les 2 ans 4 millions d'euros économisés grâce à tout ce qu'ils vont pouvoir détecter en amont sur ces prototypes virtuels. C'est-à-dire qu'au lieu de prototyper, d'usiner un prototype qui a un certain coût, là on va vraiment pouvoir se mettre à l'intérieur de la voiture du futur, mais tout en 3D. Ça permet d'itérer beaucoup plus vite et donc de gagner 20% en temps de conception de leur nouvelle voiture. Dernier exemple, Jaguar Land Rover qui a estimé que sur ses 5 premières semaines après l'achat d'un système de réalité virtuelle, estimé avoir économisé 4 millions d'euros, puisque chaque erreur trouvée avant les phases qui viennent dans la conception après empêche d'avoir à faire du rappel de matériel ou d'interrompre des usines. Aujourd'hui, on se dit que la VR, c'est maintenant. C'est ce que disait beaucoup, en tout cas, Oculus dans sa Oculus Connect de septembre. En gros, aujourd'hui, on commence à avoir des chiffres qui tombent, beaucoup d'études qui commencent à arriver, dont celle-là particulièrement de la Johnson & Johnson Institute, qui a fait toute une étude sur la formation des chirurgiens. Un chirurgien qui va se former sur la base théorique, quand il va faire la première pratique, il se rate toujours. La première pratique, c'est vraiment celui qu'on va rater. Et donc ils ont compris, pas sur quelqu'un, qui vont faire les premiers essais pratiques, en tout cas sur un mannequin. Là, ils ont comparé la version entraînée, comme d'habitude, entraînée en réalité virtuelle. Et en réalité virtuelle, ils ont quand même 83% des gens qui réussissent la toute première intervention. Puisqu'avant, ils ont pu s'entraîner en réalité virtuelle. Et donc, la première intervention physique sur quelque chose de physique est beaucoup réussie. Volkswagen aussi. Volkswagen a pas mal investi puisqu'ils ont 10 000 employés formés avec la réalité virtuelle sur ce genre d'outils. Et Walmart qui récemment a aussi acheté 17 000 casques Oculus Go pour former plus d'1 million d'employés. Donc en ce moment on voit beaucoup de gros investissements et de grosses entreprises qui y croient et qui démarrent. Les domaines d'application, c'est à peu près simple parce que ça peut être à peu près n'importe quoi. Nous techniquement, chez nous, on a plus été surpris par nos clients qui sont arrivés de métiers qu'on n'attendait pas et sur lesquels on a trouvé des usages sur lesquels on pouvait leur faire gagner du temps et de l'argent avec la réalité virtuelle. Aujourd'hui, j'ai mis formation en gras puisque c'est ce qui nous intéresse particulièrement et c'est un très gros sujet sur la réalité virtuelle. Mais techniquement, on peut vraiment attaquer toutes sortes de métiers. Donc la réalité virtuelle, c'est pour renforcer l'apprentissage. Ça va permettre d'avoir plus de motivation.
l'apprenant n'est pas sur un cours statique, il est à l'intérieur en train de vivre ce qu'il va faire plus tard. Donc il est vraiment plus motivé. On a une facilité d'usage, si l'application est bien faite, tout ceci est complètement, tout ce qui est vécu dans l'application est complètement centré sur son usage à lui et son matériel du futur, celui sur lequel il travaillera. Pratiquer des gestes réels, j'en parlais un peu, c'est virtuel, donc on peut enregistrer, rejouer, analyser tout ce qu'on a fait et répéter jusqu'à maîtriser, on n'est pas coincé sur un système qui est très peu disponible, j'en parlerai un peu plus tard. Environnement sûr forcément, puisque la sécurité en réalité virtuelle est à peu près assurée vu qu'on n'a pas le système super dangereux sur lequel on est censé se former. On va renforcer l'apprentissage avec ce genre d'usage que vous voyez qui a été fait par la SNCF en 2004. Et c'est particulièrement utile quand votre système n'existe pas encore ou votre machine n'existe plus, c'est une ancienne machine. Elle est trop rare, on n'en a qu'une dans le monde, on ne peut pas se former facilement ou on doit prendre des billets de train, c'est très compliqué. Elle est trop loin, j'en parlais un peu, trop dangereuse, on ne peut pas faire des erreurs sur toutes sortes de machines. Elle est trop chère, c'est un peu le même genre de lien, ne peut pas être immobilisée ou détériorée. Là, c'est un exemple particulier où on ne peut pas faire une rame, un wagon détérioré d'une certaine manière pour chaque cas d'usage qu'on va étudier dans la formation. On ne peut pas casser nos trains au fur et à mesure de la formation, alors qu'en réalité virtuelle, on fait tout ce qu'on veut. Ça, c'est un exemple de chez nous. On a fait pour GRT Gaz l'application GazEduc. On a reproduit un poste de détente de gaz qui est très opaque. C'est très difficile de se former dessus puisqu'on n'a pas des indicateurs sur tous les flux de gaz, pression, etc. Et il n'y avait qu'un système en France très coûteux à l'entretien à air comprimé pour pouvoir se former. Vous imaginez bien donc tous les billets de TGV, les hôtels pour que les équipes de toute la France se réunissent sur ce lieu, se forment, tout le monde n'a pas accès au système en même temps. Et on ressort avec j'ai pu toucher au système juste tant de temps et voilà, c'était ma pratique. Là, avec ça, ils le font tourner aujourd'hui dans tous les bureaux qui veulent en France, juste en achetant un nouveau kit de réalité virtuelle et en copiant l'application. Ils peuvent avoir autant de systèmes de gaz qu'ils veulent. Là-dedans, on a implémenté vraiment tous les flux de gaz. Donc tourner le moindre robinet, ça donne les vraies conséquences sur le système. Plus les modules de scénarisation qui vont leur permettre d'apprendre des procédures particulières. Là, je parlais beaucoup de reproduire le réel quand on a des problèmes d'accessibilité, mais ce qu'on aime bien aussi, c'est profiter du fait que c'est virtuel pour ajouter des choses non réalistes, mais qui vont aider à l'apprentissage. Par exemple, vous pouvez choisir l'échelle du monde. Tout à l'heure, on était géant, on pouvait voir des choses à l'échelle d'un territoire. Là, on peut être tout petit à l'échelle du corps humain. Enfin, à l'échelle de l'intérieur du corps humain plutôt. On peut être tout petit pour visiter une chaîne de production. On peut aussi choisir la vitesse du temps. Donc un événement qui se passe en un flash, on peut l'étaler dans le temps pour avoir vraiment une bonne compréhension des étapes et du mécanisme. Comme un événement extrêmement long et peut-être à l'échelle du système solaire, on peut l'accélérer pour comprendre à notre échelle de temps, à nous, ce qui s'est passé sur ces millions d'années. Donc ça, c'est une des choses qui est pas mal intéressante. Et derrière, on va pouvoir aussi, sur le réel qu'on va vous montrer, comme on choisit ce qu'on affiche, ce qu'on montre, ce qu'on entend, on peut le simplifier. Si vous avez une situation trop touffue pour être facilement appréhendée, on va pouvoir vraiment simplifier et afficher que ce qui est intéressant. Ou révéler des effets invisibles, comme vous voyez un peu sur deux exemples d'applications qu'on avait faites. Vous avez dépression de gaz. Donc le moindre robinet que je tourne, je vois vraiment le gaz circuler et je me rends tout de suite compte de ce que j'ai fait. Ou des proximités de champs électriques, je vois tout de suite quand j'ai touché la zone. D'ailleurs, on a même mis des beepers, etc. On voit tout de suite quand on a touché la zone dans laquelle on n'avait pas le droit d'aller. Donc ça, pour la formation, on a une compréhension bien plus facile. Donc on parle de tromper le cerveau. Parce que, comment est faite la réalité virtuelle? Comment ça marche? Moi, je ne vais pas vous parler juste de périphérique et de technologie, c'est comment ça marche dans le cerveau, puisque c'est ça l'essentiel du travail. En gros, la réalité virtuelle, c'est la présence, c'est le sentiment, la sensation d'être là. Je suis là, ce qui est autour de moi est présent autour de moi, et moi j'y suis présent. Cette présence, elle peut s'obtenir avec de l'immersion, je m'immerge dans ce monde virtuel, et de l'interaction. J'interagis avec, j'ai des réponses qui me paraissent cohérentes, donc mon cerveau me crie, ça existe, la table est vraiment là, alors qu'en fait elle est virtuelle. L'illusion de présence, donc c'est vraiment une illusion, elle ne se passe donc que dans votre cerveau. C'est le monde virtuel, en gros, il n'existe pas, le monde virtuel. Mais c'est parce qu'on vous a montré les bonnes images, les bons sons, la bonne manière, la bonne scénarisation, que votre cerveau se dit « Ah, mais en fait, j'y suis et je vis dedans ». Là, on parlait d'immersion. En gros, dans votre cerveau, ça se passe en deux étapes, grossièrement. Vous avez tous vos sens qui sont plutôt traités par le système limbique, les basses couches du cerveau, et ce qu'on va appeler immersion sensorielle. C'est par vos sens qu'on va vous immerger. Au-dessus, que ce soit des histoires racontées, des livres qu'on a lus, tout le monde s'est déjà plongé dans un livre et un peu oublié l'endroit où ils étaient vraiment. Ils étaient vraiment dans le livre. Pourtant, il n'y a pas eu de simulation sensorielle à ce niveau-là.
c'est l'immersion cognitive. Votre cerveau s'est un peu perdu dans cette histoire et vous y étiez vraiment. Et c'est vraiment en atteignant ces 2 niveaux d'immersion que vous allez avoir une immersion complète et la meilleure possible. Après, je parle un peu d'interaction. La boucle sensorimotrice, c'est comment est-ce que je vais sentir mon environnement, agir dessus, sentir en retour les actions. Là, par exemple, l'environnement, vous allez sentir au travers de vos sens un certain nombre de choses qui vont être traitées par cette partie-là, qui va être vraiment la base des réflexes. C'est-à-dire que je sens quelque chose, je réagis tout de suite, sans grosse réflexion, vraiment le réflexe en soi. Et c'est à lui qu'on va beaucoup s'adresser quand on va lui mettre des images cohérentes dans un casque, qu'on va lui mettre des sons qui sont synchronisés, etc. Mais après, ces sens qui ont été déjà une première fois filtrés vont pouvoir alimenter tout le côté cognitif, donc là, ce dont je parlais, l'immersion cognitive, où là, ça va nous évoquer quelque chose. On va peut-être décider de concentrer notre attention sur un point particulier. Ça va jouer sur cette boucle-là. Ça va être mémorisé, où on va se ressouvenir de quelque chose pour alimenter notre réflexion à ce sujet. Et finalement, peut-être avoir une intention qui demande une action, et une action qui est faite. Donc en gros, là, sur la réalité virtuelle, ce qu'on va faire, c'est s'attaquer aux 2 parties. C'est la première, on va donner au sens tout ce qui est bon pour que les parties basses du cerveau y croient, qu'elles crient que, par exemple, cette table que je disais tout à l'heure existe, elle est là devant moi. Mais on va aussi donner à la conscience quelque chose de crédible, quelque chose qui permet qu'il s'oublie aussi dans ce monde virtuel pour qu'il soit concentré sur sa tâche et pas tout le temps rappeler que tout ceci est faux et que c'est juste un système. Mais attention, l'illusion de présence est très fragile. Ce qu'on va pouvoir faire pour maintenir le plus possible la présence, l'illusion de présence de quelqu'un pendant tout le long de son expérience, ça pourrait être d'avoir des stimuli synchronisés déjà. C'est que si je frappe sur une porte virtuelle, j'ai envie de voir que ma main la touche exactement au moment où j'entends que ça toque. Et si possible, je peux même sentir du toucher si j'ai un périphérique qui me permet de le faire. Mais en les synchronisant, le cerveau va de plus en plus avoir l'impression que cette porte existe vraiment. La plausibilité, la cohérence, c'est de dire que si je frappe sur cette porte et qu'elle me fait un bruit auquel je ne m'attends pas et qui n'est pas du tout réaliste ou qui montre que l'application pourrait avoir un bug, là tout de suite vous êtes sorti en fait, de l'application, vous y croyez plus du tout. L'ergonomie, l'expérience utilisateur, c'est plus pour le côté cognitif. Ça va vraiment être le côté... plus on va bien vous guider au travers du scénario et plus l'ergonomie est bien travaillée, moins vous penserez aux boutons que vous devez utiliser sur une potentielle manette et moins du coup vous serez perturbé par le système existe et tout ça je le vois qu'au travers d'un système. Bien entendu les perturbations extérieures, le camarade qui est à côté de vous et qui n'arrête pas de vous faire des commentaires sur ce que vous faites, s'il n'existe pas dans le monde virtuel, ça peut vous casser aussi la présence. Donc généralement les gens c'est bien de les laisser en intimité dans le monde virtuel pendant une session. Sur les illusions perceptives, certains l'ont un peu senti, c'est très proche de la magie. C'est-à-dire que les 2 technologies, finalement, c'est un peu comme des technologies différentes. Elles vont toutes les 2 utiliser des neurosciences et le fait qu'on a des failles dans nos sens pour aller influencer notre cerveau et croire que quelque chose qui n'existe pas, c'est vraiment passé. Dans un sens, nous, on va s'en servir pour avoir eu l'impression d'y avoir été, d'avoir fait des choses. La magie peut vous transporter soit sur une illusion ponctuelle de « Waouh, une pièce s'est téléportée » ou pour certains grands spectacles, on a un peu voyagé avec l'artiste. Sur quelques clés, c'est intéressant parce qu'on peut les partager ou certaines peuvent être intéressantes à exploiter plus tard. Par exemple, la manipulation de l'attention en magie. Les magies du pickpocket vont beaucoup utiliser ça en dirigeant votre attention, en vous touchant pendant qu'ils vont chercher votre portefeuille. En réalité virtuelle, on peut utiliser le même genre de choses pour vraiment guider votre attention sur ce qui est intéressant dans le scénario et que vous n'alliez pas vous perdre dans une forêt qui n'a rien à voir avec votre atelier. Donc tout ça, c'est très utile aussi en réalité virtuelle. L'aveuglement au changement, c'est un peu pareil. On en parlera un peu plus tard parce que j'ai des cas particuliers dessus. Mais en magie, c'est clairement utilisé pour vous dire j'ai plein de cartes, en fait je les ai échangées, mais personne ne peut percevoir que ces cartes ont été échangées. En réalité virtuelle, nous on a des choses dont je parlais tout à l'heure. Et les faux souvenirs, c'est une fois que vous avez vécu quelque chose, en magie par exemple, on peut vous re-raconter l'histoire en oubliant quelques détails arrangeants. En réalité virtuelle, j'ai une expérience personnelle où, après un papier de la Stanford sur l'apport de nature peut apporter du bien-être en réalité virtuelle, j'ai fait une petite expérience avec une mare, des petits arbres, des rochers, quelque chose de vraiment où on va se détendre, juste comme ça pour le test. Je voulais une cascade et je me suis rendu compte que j'aurais jamais les moyens, moi tout seul, de faire une belle cascade qui ne va pas, rompre la présence. C'est-à-dire que la brume de la cascade, etc., c'est très difficile de bien la faire en réalité virtuelle et elle peut vous casser la présence. J'ai décidé de faire couler l'eau vers la droite, de mettre quelques rochers par-dessus le cours d'eau pour ne pas voir où elle débouche et de mettre un son de cascade de l'autre côté. Ça a l'air tout bête comme ça,
Mais tous les retours que j'ai eus de personnes qui me racontent l'histoire me disent bah, il y avait une mare, il y avait des arbres, il y avait une cascade par là-bas, c'était sympa. Tout le monde m'a décrit la cascade, et même certains, pas beaucoup, mais certains m'ont maintenu qu'ils ont vu la cascade. Alors que j'ai fait l'application, je saurais si j'avais mis une cascade derrière les rochers. Pas du tout. Et c'est là où c'est la capacité du cerveau à boucher les trous. En fait, quand vous voyez quelqu'un passer derrière une colonne, vous attendez toujours à le voir sortir de l'autre côté, et entre les deux, vous vous dites qu'il est derrière. Malgré tout, vos sens ne peuvent pas vous l'indiquer, vous ne savez pas. Donc ça, on peut exploiter beaucoup de choses comme ça. Par exemple, sur les sens imparfaits, particulièrement, la marche redirigée est intéressante. Vous n'avez qu'un hangar et vous voulez faire marcher quelqu'un dans une grande forêt, une grande ville, et vous ne voulez pas qu'il aille rentrer dans vos murs. Ce qu'on peut faire, c'est qu'une personne qui croit faire ça en réalité virtuelle avec un bon angle droit, on peut tout le temps la faire dériver en rotation comme ça. Parce que dans une certaine limite, vos sens ne sont pas capables de vous dire que vous avez un tout petit peu trop tourné. Et là, on peut vous ramener tout le temps au centre du système. Donc là, ils ont besoin d'un grand hangar parce que la courbure n'est pas géniale. Mais on peut tout le temps vous ramener à l'intérieur. C'est très intéressant. Et une question qu'on s'était posée à Minolver, c'est oui, mais nous, on a 4 mètres par 4 mètres, comment on peut faire des choses similaires? Nous, on n'utilise pas les sens imparfaits. On est plus sur le côté quelle solution on va faire. On a des portails de téléportation. Vous voyez, on est dans une salle rouge, une petite salle rouge de 4 mètres par 4 mètres. Ce portail donne sur une salle verte. D'ailleurs, quand on se penche, on voit vraiment dans la salle verte. Si j'y vais, je me retrouve dans l'autre salle. Et le portail dans l'autre salle étant un peu tourné, on n'arrive plus à se repérer de si on a continué de salle en salle ou pas. Et donc, au bout d'un moment, on a l'impression de passer dans un building de bureau en bureau, alors qu'on n'a fait que tourner en rond dans 4 mètres par 4 mètres. C'est assez intéressant pour optimiser justement l'espace pour vos applications. Et en aveuglement au changement, j'en parlais tout à l'heure, on peut faire autre chose aussi, c'est que si vous marchez dans un monde virtuel, dans un couloir, vous rentrez dans le bureau, ce qui vous intéresse, c'est donc le bureau qui est là-bas, donc vous y allez. Et au moment où vous êtes face à lui et dos à tout le reste, on va modifier les proportions de la salle et même où débouche la porte, sur un truc qui nous arrange. Et quand vous vous retournez, en fait, les gens ne perçoivent pas que la salle a été modifiée. Parce que le cerveau, ça ne l'intéresse pas trop, la disposition des... À moins que vous ayez une attention très particulière pour ça, ce qui est très rare quand vous êtes concentré sur une tâche, vous ne vous rendez pas compte que ça a changé. Du coup, naturellement, il fait demi-tour, il ressort et il continue dans le couloir qui n'a plus du tout la même orientation. Là, on peut le faire tourner en rond, alors que lui a l'impression d'aller toujours tout droit. Donc ça, c'était l'aveuglement changement qui va être utilisé dans cette vidéo. Et là, je parle un peu d'haptique passive, puisque c'est le fait d'avoir des sensations physiques, comme toucher du gravier, comme avoir du retour de force. Et là, sur ce hangar-là, ils ont mis un chemin de gravier. Et ce qui est sympa, c'est qu'en passant de salle en salle, la femme va toujours revenir sur un chemin extérieur de gravier, mais ce sera toujours le même. Donc il réexploite toujours le même chemin. Donc là, c'est ce qu'elle voit à l'intérieur. Elle vient d'arriver sur le chemin de gravier. Elle marche naturellement, elle va visiter un bâtiment, et quand elle sort du bâtiment, elle ressort au début du chemin de gravier, donc elle continue de marcher. Et elle, qui a l'impression de visiter un très grand centre, finalement, fait des tours en rond dans cette application-là. On le voit un peu mieux là. Elle arrive, elle monte sur le chemin, donc en réalité virtuelle, elle rentre dans une pièce, elle peut aller jusque dans cette pièce-là. Là, on a la même chose que tout à l'heure, ce bureau-là où on va intervertir les dimensions, et elle va ressortir au début du chemin de gravier. Et à pouvoir continuer son chemin comme ça. En termes d'haptique passive, donc là je vais parler des chemins de gravier, on va pouvoir avoir envie aussi de dire j'ai besoin que ma table elle soit tactile. Comme ça, je vois une table virtuelle et quand je la touche, j'ai mis une table réelle au même endroit. Quand je la touche, waouh, j'ai l'impression qu'elle existe vraiment, je peux la toucher. Mais si jamais vous n'avez pas de table inclinée, que vous en avez besoin dans la réalité virtuelle, admettons une table à dessin, quelque chose qui est assez intéressant dans les sens imparfaits, c'est que si votre main virtuelle on ralentit son mouvement pour que votre main réelle aille toucher la vraie table, mais qu'elle, visuellement, touche qu'ici, et que vous avez vraiment quelque chose de synchrone, vous sentez le toucher et vous voyez que ça touche sur la main virtuelle, votre cerveau va vous dire, mais la table que vous touchez, elle est inclinée. Parce qu'il essaye de faire avec ce qu'il a, et on vient de lui donner des informations qui se complètent pour cette version-là. Donc ça, c'est intéressant. Si vous avez aussi une simulation avec un précipice, vous avez le vertige, on vous met au bord d'une planche qui est sentie sous les pieds. Rien que ça, ce sens en plus, le tactile, c'est quelque chose de très fort en plus. Là, vous avez les sensations de vertige qui sont décuplées. Maintenant, quelques pistes pour aller un peu plus loin. Si vous voulez, pour la formation, à impacter quelqu'un, on a des choses, par exemple, pour la confiance en soi. La Stanford University a fait une recherche où vous vous mettez devant une sorte de miroir virtuel où vous avez un certain avatar. On vous fait faire les bons exercices pour que votre cerveau s'approprie ce corps. Vous avez l'impression que vous avez cette apparence-là. Et quand vous avez l'impression d'avoir cette apparence-là, on va pouvoir choisir sur une certaine quantité de gens qui ont cette apparence-là, un peu plus avantageuse, et d'autres qui ont une apparence un petit peu moins avantageuse.
Et ces deux populations-là, distinctes, vont aller s'entraîner à avoir ce corps-là un certain temps dans l'application de réalité virtuelle, vont faire une pause dans le réel, boire un café, reviennent 1 heure après, on les met sur un site de rencontre. Ceux qui ont cet avatar-là sont beaucoup plus ambitieux sur le site de rencontre. Ce qui est assez intéressant, c'est de montrer que déjà en réalité virtuelle, on va pouvoir jouer sur votre confiance en vous, on peut vous influencer à ce point-là, et en plus, dans le réel, ça va se prolonger. C'est-à-dire que là, c'est vraiment plus d'1 heure après être sorti de la réalité virtuelle qu'ils font des choix différents. Donc ça, c'est assez intéressant. Vous pouvez créer de l'empathie aussi, ça dépend du type de formation que vous avez à faire. Mais pour l'empathie, cette application-là, qui est faite aux Arts et Métiers ParisTech, vous permet de simuler des troubles de la vision. Donc soit une tache au milieu du champ de vision ou un petit champ de vision, et d'autres pathologies. Vous allez devoir vivre le quotidien de ces gens-là, vous déplacer dans la rue, vous déplacer dans un appartement, et tout le monde, en testant cette application, se rend compte de choses en disant « Ah oui, mais là, je suis embêté par ceci, cela ». Donc on a une certaine empathie pour des gens qui ont des problèmes différents de nous, mais aussi on trouve des solutions. C'est si vous êtes ingénieur et spécialisé dans cette recherche de solutions pour ces gens-là, là on a trouvé que le contraste de la salle de bain qui était renforcé a permis de mieux se repérer dans l'appartement quand on a ces déficiences visuelles. Donc ça permet aussi de trouver de meilleures solutions pour ces gens-là. On peut aussi soigner des phobies, traiter l'anxiété, mais ça c'est Stéphane Bouchard qui va vous en parler bien mieux que moi. Et voilà, j'ai fini.